Bonjour et bienvenue dans Des mots, une œuvre, un podcast mêlant art visuel et littérature. Des mots, une œuvre est un podcast du Musée des Beaux-Arts de Lyon, réalisé en partenariat avec le Théâtre National Populaire, TNP. Ce podcast fait dialoguer des œuvres des collections du musée ou d'une exposition en cours avec des textes poétiques, philosophiques, historiques, des essais, des romans ou des écrits d'artistes. De l'éducation à l'émancipation des filles. La Dame de Charité, œuvre peinte par Jean-Baptiste Greuze en 1773, est considérée comme l'un des chefs-d'œuvre du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Dans cette composition, on découvre d'un côté une famille dans le besoin, regroupée autour du père alité, et de l'autre, une mère richement vêtue, encourageant tendrement sa fille à remettre une bourse à cet homme malade. Cette œuvre met en avant une vertu, la charité, mais évoque également l'éducation des jeunes filles à la fin du XVIIIe siècle. Nous vous proposons de la mettre en écho avec une sélection de textes en lien avec l'éducation et l'émancipation des filles, présentés dans l'ordre chronologique. Longtemps, l'éducation des filles fut considérée uniquement sous l'angle de son utilité sociale. Ainsi, à un siècle d'écart, le théologien et écrivain Fénelon au XVIIe siècle et le philosophe Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle avancent les mêmes arguments. Ils sont tous deux en faveur de l'éducation des filles. Mais nous vous laissons découvrir ce qu'ils en disent. Commençons par Fénelon avec un extrait de son traité de l'éducation des filles, daté de 1687. Les occupations des femmes ne sont guère moins importantes au public que celles des hommes, puisqu'elles ont une maison à régler, un mari à rendre heureux, des enfants à bien élever. Ajoutez que la vertu n'est pas moins pour les femmes que pour les hommes, sans parler du bien ou du mal qu'elles peuvent faire au public. Elles sont la moitié du genre humain, rachetées du sang de Jésus-Christ et destinées à la vie éternelle. Enfin, il faut considérer, outre le bien que font les femmes quand elles sont bien élevées, le mal qu'elles causent dans le monde quand elles manquent d'une éducation qui leur inspire la vertu. Il est constant que la mauvaise éducation des femmes fait plus de mal que celle des hommes, puisque les désordres des hommes viennent souvent et de la mauvaise éducation qu'ils ont reçue de leur mère, et des passions que d'autres femmes leur ont inspirées dans un âge plus avancé. Quelles intrigues se présentent à nous dans les histoires, quel renversement des lois et des mœurs, quelle guerre sanglante, quelle nouveauté contre la religion, quelle révolution d'État causée par le dérèglement des femmes. Voilà ce qui prouve l'importance de bien élever les filles. Poursuivons avec un extrait du célèbre ouvrage de Rousseau, L'Émile ou de l'éducation, publié en 1762. Au début de l'avant-dernier chapitre de L'Émile, intitulé Sophie ou la femme, consacré à l'éducation des filles, Rousseau avance. Dès qu'une fois il est démontré que l'homme et la femme ne sont ni ne doivent être constitués de même, de caractère ni de tempérament, il s'ensuit qu'ils ne doivent pas avoir la même éducation. Plus loin, il poursuit. S'ensuit-il qu'elles doivent être élevées dans l'ignorance de toute chose et bornées aux seules fonctions du ménage? L'homme fera-t-il sa servante de sa compagne? Se privera-t-il auprès d'elle du plus grand charme de la société? Pour mieux la servir, l'empêchera-t-il de rien sentir, de rien connaître? En fera-t-il un véritable automate? Non, sans doute. Ainsi ne l'a pas dit la nature, qui donne aux femmes un esprit si agréable et si délié. Au contraire, elle veut qu'elles pensent, qu'elles jugent, qu'elles aiment, qu'elles connaissent, qu'elles cultivent leur esprit comme leur figure. Ce sont les armes qu'elle leur donne pour suppléer à la force qui leur manque et pour diriger la nôtre. Elles doivent apprendre beaucoup de choses, mais seulement celles qui leur convient de savoir. Plus loin encore. De la bonne constitution des mères dépend d'abord celle des enfants. Du soin des femmes dépend la première éducation des hommes. Des femmes dépendent encore leurs mœurs, leurs passions, leurs goûts, leurs plaisirs, leur bonheur même. Ainsi, toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes. Leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux, les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce. Voilà les devoirs des femmes dans tous les temps. Et ce qu'on doit leur apprendre dès leur enfance. Tant qu'on ne remontera pas à ce principe, on s'écartera du but. Et tous les préceptes qu'on leur donnera ne serviront de rien pour leur bonheur ni pour le nôtre. Enfin,
Justifiez toujours les soins que vous imposez aux jeunes filles, mais imposez-leur en toujours. L'oisiveté et l'indocilité sont les 2 défauts les plus dangereux pour elles, et dont on guérit le moins quand on les a contractés. Les filles doivent être vigilantes et laborieuses, et ce n'est pas tout. Elles doivent être gênées de bonheur. Elles seront toute leur vie asservies à la gêne la plus continuelle et la plus sévère, qui est celle des bienséances. Il faut les exercer d'abord à la contrainte, afin qu'elles ne leur coûtent jamais rien, à dompter toute leur fantaisie pour les soumettre aux volontés d'autrui. Si elles voulaient toujours travailler, on devrait quelquefois les forcer à ne rien faire. La dissipation, la frivolité, l'inconstance sont des défauts qui naissent aisément de leur premier goût corrompu et toujours suivi. Pour prévenir cet abus, apprenez-leur surtout à se vaincre. Dans nos insensés établissements, la vie de l'honnête femme est un combat perpétuel contre elle-même. Il est juste que ce sexe partage la peine des maux qu'il nous a causés. Le grand pédagogue que fut Rousseau n'était donc pas féministe. Les autrices contemporaines qui ont consacré des ouvrages à l'éducation des filles ne l'étaient pas plus. Madame d'Épinay, par exemple, dans les Conversations d'Émilie, publiées en 1774, entend que sa fille soit obéissante, modeste et douce. Le XIXe siècle et ses révolutions laissent de l'espace à d'autres pensées et d'autres mots. Ainsi, Louise Michel, institutrice militante et révolutionnaire, écrit dans ses mémoires « Jamais je n'ai compris qu'il y eût un sexe pour lequel on cherchât à atrophier l'intelligence, comme s'il y en avait trop dans la race. Les filles, élevées dans la niaiserie, sont désarmées tout exprès pour être mieux trompées. C'est cela qu'on veut. C'est absolument comme si on vous jetait à l'eau après vous avoir défendu d'apprendre à nager, ou même lier les membres. Sous prétexte de conserver l'innocence d'une jeune fille, on la laisse rêver, dans une ignorance profonde, à des choses qui ne lui feraient nulle impression si elle lui était connue par de simples questions de botanique ou d'histoire naturelle. 1000 fois plus innocente elle serait alors, car elle passerait calme à travers 1000 choses qui la troublent. Tout ce qui est une question de science ou de nature ne trouble pas les sens. Est-ce qu'un cadavre émeut ceux qui ont l'habitude de l'amphithéâtre? Que la nature apparaisse vivante ou morte, elle ne fait pas rougir. Le mystère est détruit, le cadavre est offert au scalpel. La nature et la science sont propres, les voiles qu'on leur jette ne le sont pas. Ces feuilles de vigne tombées des pampres du vieux Silène ne font que souligner ce qui passerait inaperçu. Les Anglais font des races d'animaux pour la boucherie. Les gens civilisés préparent les jeunes filles pour être trompées. Ensuite, ils leur en font un crime et un presque honneur aux séducteurs. Quel scandale quand il se trouve de mauvaises têtes dans le troupeau. Où en saurait-on si les agneaux ne voulaient plus être égorgés? Il est probable qu'on les égorgerait tout de même, qu'ils tendent ou non le cou. Qu'importe, il est préférable de ne pas le tendre. Quelquefois, les agneaux se changent en lionnes, en tigresses, en pieuvres. C'est bien fait. Il ne fallait pas séparer la caste des femmes de l'humanité. Est-ce qu'il n'y a pas des marchés où l'on vend dans la rue, aux étalages des trottoirs, les belles filles du peuple, tandis que les filles des riches sont vendues pour leur dot? L'une la prend qui veut, l'autre, on la donne à qui on veut. Au-delà des ouvrages de pédagogues, philosophes ou personnes engagées comme Louise Michel, de nombreux romans, depuis le XIXe siècle, participent de l'éducation des jeunes filles. Les romans de la comtesse de Ségur, par exemple, ont été traduits en plusieurs langues, tout comme Les 4 filles du Dr March, de l'américaine Louise May Alcott. Découvrons un extrait des 4 filles du Dr March, dans lequel il est question de l'aînée des March, Meg, 15 ans. L'échange se fait entre une jeune Britannique, Kate, et un précepteur américain, M. Brooke. La pauvre Meg, je la plains pourtant, ajouta Kate. Si jolie, sans fortune et obligée de travailler, d'être gouvernante pour aider sa famille, c'est terrible. Ne la plaignez pas tant, répondit vivement M. Brooke. Meg, riche et brillante de jeunesse et de beauté, n'eut peut-être jamais eu l'occasion de développer les qualités et de perdre les petits défauts qu'elle tenait de la nature. Elle n'eût été qu'une charmante oisive comme tant d'autres. Elle deviendra, au contraire, avec le temps, une femme vraiment distinguée, digne du respect des cœurs et des esprits sérieux. D'ailleurs, Miss Kate, l'Amérique n'est ni l'Angleterre ni la France. Une femme qui doit à son travail et à son courage son indépendance et sa liberté est estimée ici l'égale de celle qui n'a apporté en dot à un mari que la fortune qu'elle doit à ses parents. Et les gens intelligents la préfèrent souvent à tout autre. Un Américain rougirait de penser à la dot de sa fiancée.
Et s'il lui arrivait de s'en inquiéter et de s'en enquérir, il ne trouverait plus une fille honorable qui consentît à porter son nom. Miss Kate resta quelques minutes sans répondre, mais comme elle ne manquait ni de jugement ni de bonté, « Monsieur Brooke, dit-elle, Dieu veuille qu'en vieillissant, l'Amérique ne perde pas ses sages principes. Le sort des femmes, assurées d'être choisies pour ce qu'elles valent et pour elles-mêmes, y serait digne d'envie. » Concluons avec un extrait d'une œuvre du XXe siècle de l'autrice italienne Goliarda Sapienza. Sa pensée et ses ouvrages, dont le plus célèbre est L'Art de la joie, sont de véritables antidotes au conformisme et aux idées reçues. Nous vous proposons un extrait de Moi, Jean Gabin, récit autobiographique de son enfance, dans lequel elle évoque son éducation on ne peut plus émancipatrice et libérale. Dans cet extrait, Goliarda, suite à une bêtise, échange avec sa mère, qu'elle adore. « Pourquoi te tais-tu, ma chérie ? Peut-être penses-tu que j'ai tort ? S'il en est ainsi, dis-le, tu ne dois te soumettre à personne et moins que quiconque à ton père ou à moi. Si quelque chose ne te convainc pas, rebelle-toi toujours. Tu ne réponds pas ? Que pouvais-je répondre à tant de douceur et d'altruisme ? À chaque mot, à chaque ondulation harmonieuse de sa voix, elle s'élevait devant moi, et en moi, dans mon admiration, comme le char de Sainte Agathe en procession. Nous étions de la merde comparé à elle. Bien sûr, elle aimait mon père. Elle m'avait conçu avec lui en se faisant culbuter dans un lit. J'avais été élevé de façon moderne, moi, et je savais. Je n'étais pas l'une de ces petites bécasses abruties par l'opium du mensonge qui pullulaient sur les chemins du monde. Je vois que tu n'es pas disposé à parler, je n'insiste pas. C'est aussi ton droit de ne rien dire, si cela peut t'aider à résoudre l'un ou l'autre de tes problèmes, mais ne le prends pas mal, j'ai parlé avec Pépineau. À l'entendre nommer mon père me ramena sur terre à la vitesse du son, ce qui est la prérogative de la colère, pour me mettre en garde. Je n'aimais pas qu'il parle de moi en mon absence. Tu as raison, Goliarda. Ce n'est pas délicat de parler de quelqu'un en son absence. Mais il y a quelque chose qui me déplaît et je dois te le dire. Tu ne dois pas laisser Pépineau intercéder pour toi. Ne jamais s'en remettre à un homme pour résoudre, permets qu'on te le dise de façon commode, nos ennuis. Va toi-même voir Concetta, excuse-toi et répare. Des mots, une œuvre est un podcast original du Musée des Beaux-Arts de Lyon, réalisé en partenariat avec le Théâtre National Populaire, TNP. Lu par Kenza Lala et Jérôme Ferchaud. Direction de projet au TNP, Cécile Leclerc. Direction de projet au Musée des Beaux-Arts de Lyon, conception et rédaction Stéphanie Dermoncourt, production Véronique Moreno-Lourteau. Ce podcast a été réalisé par Thierry Cotin pour les Muséastes, Histoire de point de vue. Musique originale d'Hassan Ali, compositeur, Master Mav, Université Lyon 2. Les extraits lus dans cet épisode sont tirés de l'éducation des filles de François de Fénelon, disponible en ligne sur Gallica, le site de la Bibliothèque nationale de France. Émile ou de l'éducation de Jean-Jacques Rousseau, disponible sur le site de la Bibliothèque numérique de TV5 Monde. Mémoire de Louise Michel, écrit par elle-même, de Louise Michel, édité en 1886. Disponible en ligne sur Gallica, le site de la Bibliothèque nationale de France. Moi, Jean Gabin, de Goliarda Sapienza, traduit de l'italien par Nathalie Castagnier, paru en 2012 aux éditions Le Tripode, engagé dans la publication des œuvres complètes de l'autrice. Venez découvrir La Dame de Charité de Jean-Baptiste Greuze dans les collections de peintures du Musée des Beaux-Arts de Lyon.